samedi matin ici au Sénat. Je tiens à remercier très chaleureusement Isabelle qui nous a permis de pouvoir nous réunir ce matin. Alors comme Isabelle le disait, la laïcité en France est quand même une chance, puisque la laïcité c'est la liberté de croire ou de ne pas croire et d'exercer son culte si l'on le souhaite. Donc voilà, je pense que c'est quand même un principe à rappeler. La laïcité n'est pas contre les religions, mais elle permet à chacune des religions de pouvoir s'exprimer. La laïcité, ce n'est pas non plus en fait une forme d'intolérance, bien au contraire. Elle permet à chacun de pouvoir vivre comme il l'entend, dans le respect de l'autre. Et donc c'est dans cet état d'esprit que nos intervenantes, nos invités vont pouvoir s'exprimer. Et je voulais juste vous redonner le cadre, pourquoi on a fait cette conférence. Donc Isabelle Floren, sénatrice, vous l'a expliqué. Mais en fait, moi j'ai eu la chance de rencontrer Sonia, Chaparak et Fadila en février de cette année. Nous nous sommes rencontrés en fait à Auschwitz à l'occasion d'un voyage mémoriel. Et donc en fait nous étions assises les unes à côté des autres dans l'avion et on a commencé à parler de ces sujets-là. Et c'est de ce voyage qu'est venue l'idée de faire cette conférence sur la laïcité et sur la liberté des femmes. Voilà, c'était une petite introduction. Alors je vais laisser la parole après au docteur Bergeau-Blaclair. Donc vous êtes docteur en anthropologie, vous dirigez des recherches à l'École des hautes études en sciences sociales, vous êtes également chargé de recherche au CNRS et vous dirigez le Centre européen de recherche et d'information sur le frérisme. Vous me dites si je dis des bêtises. Et donc vous avez écrit beaucoup d'ouvrages, beaucoup d'articles, et notamment ce livre, Le frérisme et ses réseaux. Alors évidemment, en France, c'est pas facile de porter ces sujets, de pouvoir s'exprimer. Et donc du coup, est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu sur la situation en France, nous parler un peu de l'endoctrinement des femmes? C'est un sujet, vous avez un chapitre en fait sur ce point. Et voilà, comment les femmes sont... On est dans une république laïque, nos universités sont laïques. Comment en fait les femmes sont endoctrinées, voilà, comment ça se passe et comment on peut arriver à avoir des femmes qui sont un peu dans cette endoctrinement. Merci. La parole. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Merci Madame la sénatrice. Vous m'avez demandé donc d'introduire, de commencer cette sorte de discussion, table ronde. Il y aura, je pense, une discussion avec le public et de l'ancrer sur la question des femmes et du radicalisme. Alors, pour commencer, peut-être éclairer un peu ce qu'on entend par séparatisme, financement étranger, djihadisme, etc. Où est-ce qu'on en est de tout ça et quel est le problème des femmes, enfin, attribué aux femmes dans ces différentes expressions de l'islam politique. Donc, comme je l'ai dit, l'islam politique, c'est un islam qu'on appelle aussi islamisme. C'est une forme d'islam qui ne se sert pas du religieux pour des velléités politiques, à mon sens, mais qui est profondément politico-religieux. Ça veut dire que son objectif, c'est la théocratie. Ça n'est pas la démocratie. Donc je m'inscris en faux contre toutes les thèses qui nous expliquent que l'islamisme est un passage vers la démocratie. C'est une espèce de crise d'identité du monde musulman qui amènerait en réalité tôt ou tard vers la démocratie. Ça n'a jamais été montré, ça n'a jamais été prouvé, on assiste plutôt à l'inverse. Donc pour moi, l'islamisme est bien une théocratie qui est parfaitement incompatible avec nos démocraties. Alors, on a aussi beaucoup parlé de la laïcité. Est-ce que la laïcité peut nous protéger de la théocratie? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre que ça suffise. Par contre, c'est indispensable. Conserver l'idée de la séparation de la religion et du public, et de l'État et du politique, c'est évidemment absolument essentiel. Et on voit que dans certains pays d'Europe, on est en train un peu de remettre en question cette séparation qui nous semblait acquise. Donc, il y a le djihadisme d'un côté, donc une forme très violente de vouloir instaurer une société islamique qui soit entièrement régie par la charia. Et puis, il y a
ce qu'on a appelé, à mon avis, un peu timidement le séparatisme, qui est une forme plus politique, plus douce, que moi j'appelle le frérisme. Alors, comment je définis le frérisme? Pour moi, c'est une idéologie produite par la confrérie des frères musulmans, qui est donc née en 1928, 4 ans après la chute du califat ottoman. Et cette idéologie va évoluer au fil du temps, se distribuer dans l'espace et donner donc un siècle plus tard ce que j'appelais le frérisme. Ça veut dire qu'on ne peut pas réduire cette idéologie à la seule confrérie de Hassan el-Banna. Cette confrérie a inspiré aussi bien le chiisme avec l'Iran que les différents mouvements de l'islam politique qu'on trouve partout autour de la planète. Et ce mouvement s'est parfaitement adapté au contexte, au pluriel. Et ça c'est important, c'est-à-dire que les mouvements de l'islam politique, ou le frérisme, ou ces théocraties, ont une capacité, sont très souples, très flexibles, et ont une capacité en fait de s'adapter aux milieux dans lesquels elles se déploient, et donc d'utiliser des moyens très différents. Donc ce sera des moyens violents dans les pays musulmans où il y a une volonté de prendre le pouvoir par les urnes ou en renversant bien sûr le régime. Et en Europe en particulier, c'est ce que je définis comme frérisme, c'est plutôt une manière douce qui évite la confrontation politique, mais passe par le droit, par la culture, par l'économie. L'économie du halal, le droit, vous le savez, ce sont ces espèces de harcèlement judiciaire avec de nombreux avocats qui sont prêts à en découdre avec ce qu'ils appellent les excès de la laïcité, en se servant de définitions de laïcité inclusive, malheureusement promues par une école de la sociologie. Je ne vais pas rentrer trop dans ces détails-là. Et puis, donc le droit, l'économie, et puis la culture, bien sûr, la culture du hijab et toutes ces manifestations qui sont supposées être décoloniales, alternatives, etc. Donc tout ça forme ce que j'appelle le frérisme, et ça n'est pas un séparatisme, c'est plutôt un projet de, disons-le, le mot conquête. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de se replier sur soi et de créer une communauté à part. L'idée, c'est de fabriquer, de produire une société islamique mondiale et mondialisée. C'est-à-dire d'y inviter les mécréants. Tout simplement, c'est la dawa, c'est-à-dire la prédication. Donc ce n'est pas, la philosophie n'est pas séparatiste. Donc on se trompe quand on parle de séparatisme. Le séparatisme, on pourrait l'attribuer plutôt à ceux qu'on appelle les salafistes, qui sont plutôt les wahhabo-salafistes, qui sont donc des gens qui veulent vivre entièrement dans l'islam, mais de façon communautaire, de façon repliée sur eux-mêmes. Et ici, c'est pas ça, c'est la volonté donc de transformer le monde en une grande société qui serait donc sous l'empire de la charia. Alors, ça passe par exemple par la remise en question de la déclaration des droits de l'homme. Ça, c'est très important. Il y a une déclaration alternative qui est la déclaration des droits de l'homme en islam, qui a été proposée par les frères ou les fréristes, qui dit en gros, nous sommes plus universels que vous, puisque nous gérons non seulement les aspects terrestres, mais aussi les biens de salut et les aspects donc, supraterrestres, donc le ciel et la terre. Donc nous sommes plus universels que vous. Si vous voulez, c'est important de voir aussi qu'ils l'ont appelé déclaration des droits de l'homme en islam et non pas déclaration des droits de l'homme pour les musulmans. Ça veut dire qu'ils anticipent un monde islamisé. Et ça, alors, dans ma définition du frérisme, je me sers de ce triptyque vision, identité, plan. C'est-à-dire qu'ils sont en train de déployer dans la société, et notamment en première intention à travers les enfants issus de l'immigration musulmane, une idée qu'il y a donc une vision du monde particulière qui a été imposée par l'Occident et qui doit être écartée en
doit mettre à la place, offrir à la place à ses enfants une vision du monde islamique, qui commence bien sûr avec le prophète, et qui se terminera avec l'installation du califat, c'est-à-dire la société islamique mondiale et mondialisée. C'est une identité supranationale, c'est-à-dire qu'il y a une identité qui dépasse toutes les autres, qu'elles soient nationales, régionales ou ethniques, etc. C'est être musulman. On est musulman avant d'être toute autre chose, ce qui pose évidemment des problèmes en termes de loyauté par rapport à l'État. Et puis, troisième dimension qui est très importante et qui a été systématiquement négligée parce qu'accusée de complotisme, c'est le plan de Dieu. Alors, toutes les religions du livre ont Dieu veut quelque chose pour les hommes, donc il y a un projet pour les hommes. Et dans l'islam, en tout cas dans cette forme d'islam-là, le projet est très important, il est moteur, il guide le reste. C'est-à-dire que si vous voulez parler avec des frères musulmans, il faut que vous ayez en tête qu'ils ont toujours dans leur esprit que ce qui les guide, au fond, c'est la société islamique. Si ce n'est pas aujourd'hui, si ce n'est pas demain, ça sera après-demain. Ils ont, comme on dit, le temps long. Donc il faut toujours interpréter ce qu'ils disent à travers cette idée-là. Alors la question, évidemment, qui se pose pour les frères, c'est comment mettre en mouvement justement ce mouvement islamique, comme dit Youssef El-Qaradawi, un de leurs mentors, peut-être le plus important du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Ils disent qu'il faut mettre en marche donc, ce mouvement islamique. Et pour le faire, il faut mobiliser les femmes. Alors, évidemment, il y a là une espèce de tension entre des femmes qui sont supposées être soumises aux hommes. C'est vrai que la charia donne assez peu de place, ne donne pas une place favorable aux femmes, c'est le moins qu'on puisse dire, on en aura des témoignages. Mais comment les inciter finalement à vouloir elles aussi la société islamique. Alors je voudrais vous citer quelques éléments d'un discours donc, tenu par Youssef El-Qaradawi. Youssef El-Qaradawi, il est considéré comme le pape de tous les mouvements islamistes. Il a aussi bien conseillé les frères musulmans de France que le Hamas. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est vraiment inspirant pour tous ces groupes de l'islam politique. Donc, il dit le mouvement islamique s'intéresse à la femme depuis l'aube de la paix. Et il cite notamment la sœur musulmane Zainab al-Razali, condamnée en Égypte sous la présidence de Nasser à 25 années de travaux forcés parce qu'elle avait soutenu la confrérie. Donc c'est un peu l'image chez les sœurs musulmanes de la femme pieuse telle que les frères la rêvent. Il faut laisser une place publique à une élite de femmes qui sont, d'après Youssef El-Qaradawi, trop intelligentes pour être confinées aux seules tâches domestiques. Et Qaradawi a tout un discours qu'on pourrait qualifier de féministe islamique. D'ailleurs, quand on lit ce qu'il écrit des femmes et quand on regarde ce qu'en a fait Tariq Ramadan et les universitaires qui ont travaillé avec Tariq Ramadan pour imposer cette idée de féminisme islamique, c'est frappant de voir donc la liaison tout à fait directe. Donc il dit, Qaradawi, bien que plus de 60 ans se soient écoulés depuis que le mouvement islamique, c'est-à-dire Hassan el-Banna, a vu le jour, donc c'était il y a déjà 30-35 ans qu'il disait ça, aucune femme leader n'est apparue qui puisse affronter seule et efficacement les tendances laïques et marxistes. Donc, très très clairement, les frères musulmans s'opposent à la laïcité, ça ne fait pas de doute. Alors s'ils ne le disent pas frontalement, c'est parce que, évidemment, ça leur poserait beaucoup de problèmes. Mais ils n'ont jamais oublié cette lutte. Donc je poursuis, cette situation est le résultat des tentatives incessantes des hommes pour contrôler le mouvement des femmes, car les hommes n'ont jamais donné aux femmes une véritable chance de s'exprimer et de faire preuve de talent et de capacité de leadership particulier qui démontrent leur capacité à prendre le contrôle de leur travail sans la domination des hommes. Vous voyez, Youssef El-Qaradawi, frère musulman, qui dit ça. Donc, pourquoi dit-il ça? Parce qu'il considère que les femmes peuvent et doivent agir dans la société. Alors, il y a évidemment une condition, c'est la pudeur, qui est obtenue par le voilement. Donc, le voilement arrive, en fait, à peu près dans les années 80-90, avec ce projet. Les femmes, on les voile parce qu'elles doivent sortir. Et
non pas parce qu'elles doivent rester à la maison. Donc il appelle à la formation de femmes leaders dans les domaines de l'appel, de la dawa, bien sûr, de la prédication, de la philosophie, des sciences, de la littérature et surtout, bien sûr, de l'éducation, puisque ce sont elles qui vont non seulement produire, mais aussi reproduire les musulmans de ce grand mouvement islamique. Donc il évoque la sourate sur la reine de Saba, dans le Coran, etc., parce qu'il faut toujours quand même aller chercher dans les textes de quoi légitimer ce que l'on dit. Et il est très très sévère à l'égard des frères. Il dit par exemple, j'ai observé à l'université du Qatar que les filles font de meilleurs étudiants que les garçons. Cependant, et il s'adresse notamment aux frères qui vivent en Occident, cependant j'ai assisté à quelques conférences aux États-Unis et en Europe dans les années 80 et j'ai constaté que les femmes étaient tenues à l'écart d'une bonne partie de ces conférences. Certaines femmes se sont également plaintes qu'elles s'étaient lassées des conférences qui portaient sur le rôle, les droits, la responsabilité et la position des femmes dans l'islam, et qu'elles en étaient venues à considérer la répétition de ces conférences comme une sorte de punition qui leur était imposée. Donc il les a écoutées. J'ai dénoncé le fait lors de plusieurs conférences, etc. Le problème de l'œuvre islamique des femmes, poursuit le pape du frérisme, est que ce sont les hommes qui la dirigent et non les femmes, et que les hommes prennent soin de garder leur emprise sur elles, de sorte qu'ils ne permettraient pas l'émergence de lectorat féminin, etc., etc. Il objecte aussi aux littéralistes salafis, je vous passe tous les détails. Mais évidemment, comment faire entendre ça? Et là, je vais revenir un petit peu plus en France, dans les 5 minutes qui me restent. Comment le faire entendre des hommes qui sont évidemment jaloux de leur pouvoir? Dans les années 90, les frères musulmans de la confrérie, donc canal historique, on va dire, puisqu'il y a aussi des fréristes, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas dans la confrérie, mais qui diffusent leurs pensées, les frères vont faire appel à des influenceurs, et notamment à Tariq Ramadan, qui a été leur meilleur recruteur auprès des femmes, jusqu'à ce que des affaires de meurtre le rattrapent, vous savez bien, et d'autres cyberprédicateurs vont ensuite travailler dans le sens de Tariq Ramadan. Donc quand il apparaît donc, au milieu des années 90, je me souviens d'avoir assisté il y a plus de 30 ans à sa première conférence, c'était à Bordeaux, dans le campus de Bordeaux, même dans un amphi de Bordeaux, c'était déjà, vous voyez, un problème. Le problème de l'activisme islamiste n'est pas nouveau dans les universités. Et là, on le voit immédiatement s'adresser aux femmes. Et il s'adresse aux jeunes filles d'une voix posée et douce, leur parle de leur hijab en expliquant la justification morale, religieuse et éthique du hijab, en disant ce n'est pas vos frères qui doivent vous l'imposer, ce n'est pas vos pères qui doivent vous l'imposer, vous devez intégrer en fait dans l'ensemble du mouvement, dans l'ensemble du projet, son utilité. Et ça va marcher. Et on écoutera, je pense, Fadila Maroufi nous expliquer pourquoi ça marche si bien auprès des femmes, ce type d'argument. Voilà, mais je vais laisser la parole à la personne suivante et vous remercier.